and burn my shadow away. Cette semaine est sorti le film que j'attendais le plus cette année, X-Men Days of the Future Past. Pourquoi ? Principalement parce que c'est le nouvel opus d'une de mes sagas de super-héros préférées qui se voit la possibilité de corriger tous les problèmes que la saga a subis à cause d'X-Men 3 que j'expliquerai en quoi c'est l'un des pires massacres d'une saga de l'histoire dans un épisode d'Alert Spoiler. Mais surtout parce que c'est réalisé par le réalisateur dont nous allons parler pendant une semaine, Bryan Singer. Et donc, pour cette occasion, je vais critiquer chaque jour de cette semaine un film de Bryan Singer. Avec une petite exception pour le 7e jour, mais on y viendra. Singer est un de mes réalisateurs préférés pour sa mise en scène élégante et calculée, ses histoires intelligentes et son attention aux personnages qu'il rend très attachants, avec en plus des castings mortels. C'est un grand passionné de cinéma depuis l'adolescence et réalisa son premier film, Lion's Den, en 1988, alors qu'il avait 23 ans, et son premier long métrage 5 ans plus tard, Ennemi Public, à ne pas confondre avec le film de Michael Mann. Très bon film d'ailleurs. Je n'ai hélas pas eu l'occasion de voir ces films, et c'est bien dommage parce qu'Ennemi Public semble assez cool. Mais bon, entre la rareté de ces deux films et le fait que j'ai déjà beaucoup de films à critiquer pour cette semaine spéciale, on va se contenter des films qu'il a fait avec la maison de production qu'il a créée, Bad Hat Harry. En effet, pour garder un contrôle total sur la production de ses films, il a créé sa propre boîte avec Tom DeSanto, lui permettant de faire un film comme il l'entend malgré des exigences de producteur. Et il baptisa la boîte selon un dialogue d'un de ses films préférés, Les Dents de la Mer. Some bad hat, Harry. Et le premier film qu'il a fait avec sa boîte est le film le plus célèbre et le plus culte de sa filmographie, Usual Suspect. Et je n'aime pas ce film tant que ça. Ouais, ironique non ? Le film qui a lancé un de mes réalisateurs préférés, son film culte, et c'est un de ses films que j'aime le moins. Donc, de quoi parle ce film ? Un massacre entre gangsters qui amena à la mort d'un brigand du nom de Dean Keaton, joué par Gabriel Byrne, amène à une enquête policière menée par l'inspecteur Dave Cudjan, joué par Chaz Palminteri. Son seul témoin valable est un petit escroc infirme du nom de Roger Kint, dit Verbal, joué par Kevin Spacey. Et il raconte comment il fut embarqué avec 4 autres suspects habituels, Keaton, Michael McManus, joué par Stephen Baldwin, Fred Fenster, joué par Benicio del Toro, et Todd Hockney, joué par Kevin Pollak, dans cette histoire qui les amenèrent à leur mort. Ils ont été arrêtés pour faire une parade parce qu'ils étaient soupçonnés à tort d'avoir volé un camion rempli d'armes. Une excuse bidon pour taper facilement sur du voyou, même ceux qui se sont rangés comme Keaton. Alors pour se venger, ils mettent en place une opération pour voler des émeraudes et faire tomber quelques ripoux. Mais quand tu commences dans le crime, tu continues dans le crime. Et donc, de fil en aiguille, ils sont appelés à différents jobs jusqu'à ce qu'ils se retrouvent mêlés à une histoire concernant Keyser Söze. Qui est Keyser Söze? C'est la meilleure chose de ce film. Keyser Söze est une sorte de super criminel, une légende du crime, une sorte de Moriarty, de Joker, de croque-mitaine. Personne ne l'a vu, personne ne le connaît. Juste un nom comme étant le criminel le plus cruel que le monde ait jamais vu. La légende raconte qu'il a tué sa propre famille pour ne pas répondre aux exigences de ses concurrents. Et ce, avant de tuer l'ensemble de ses concurrents et de disparaître sans laisser de traces. Et là-dessus, il s'est envolé. Il est tellement badass qu'il tue ses victimes en faisant la pose de flingue la plus cool et la plus stupide connue. Tu vas surtout t'exploser le visage avec le recul si tu le tiens pas mieux que ça. Tu vas te grouiller un peu. Ah, qu'est-ce que je t'avais dit? Malgré leur réticence, les 5 brigands sont forcés à faire un coup pour Söze, ayant pour porte-parole son avocat, Maître Koyabashi, joué par Pete Postlethwaite. Mais dans ce dernier coup, ils ne sont que des pions destinés à mourir entre les mains de Söze. Le seul survivant est bien sûr Kint, qui raconte tout ce qui s'est passé à Cudjan. Mais Kint a été gracié pour son témoignage et est libéré avant qu'il puisse révéler d'autres informations permettant d'arrêter Söze. Et arrive l'un des plus célèbres twists de l'histoire du cinéma. Comme je sais qu'il existe sûrement quelques hommes des cavernes qui ignorent ce twist malgré les 1000 références, parodies, etc., je vais donc me retenir et ne pas vous révéler que Kint a inventé toute cette histoire, qu'il faisait semblant d'être infirme et qu'il est Keyser Söze depuis le début. Oh, merde! Donc je vais être le plus objectif possible et dire en quoi le film est un chef-d'œuvre avant d'expliquer pourquoi je ne l'aime pas tant que ça.
Premièrement, les acteurs sont excellents. Leur naturel et leur interaction leur donnent une sensation de réalisme qui marche et qui nous fait croire en ces personnages. C'est l'une des choses que j'adore le plus à propos de Bryan Singer. Lors de la scène de la parade, il y avait un moment où un des mecs fait le mariole, ce qui provoque un fou rire. Ce n'est pas du tout dans le script, c'était totalement sur le vif. Les acteurs ne pouvaient vraiment plus se retenir de rire. Mais Singer l'a gardé pour rendre la scène plus authentique. La mise en scène est superbe. Certains plans sont d'une beauté et d'une précision renversante, en plus d'apporter une très belle ambiance de suspense. Ce plan, mon Dieu, ce plan! Il a dû en chier pour le faire, mais putain, ça valait le coup! Le montage aussi est super, en particulier lors du twist. Je crois même que c'est le premier film à utiliser ce genre de montage où le film recolle les pièces ensemble pour faire comprendre aux spectateurs qu'ils ont été piégés et qui montre comment ça colle comme ça. Libre à vous de me contredire et me révéler que l'on a déjà fait ça dans un film sorti avant. Mais c'est sans jamais donner trop d'explications. Tu sais juste qu'on t'a menti tout le long. À toi de voir comment les pièces du puzzle s'assemblent. Et l'histoire est très bien écrite. C'est Christopher McQuarrie qui est scénariste après avoir travaillé sur Ennemi Public. Et ce mec est tout aussi, voire plus talentueux que Singer. Il écrira aussi pour lui Valkyrie et Jack le chasseur de géants, et un peu X-Men, même s'il n'est pas crédité, mais il a aussi écrit Mission Impossible Protocole Fantôme, Wolverine le combat de l'immortel, et le prochain Edge of Tomorrow. Oh, et The Tourist aussi. Personne n'est parfait. Mais il a montré qu'il réalisait aussi bien qu'il écrivait avec Jack Reacher. Pas encore vu Way of the Gun, sa première réalisation, mais bon, je suis sûr qu'il est très bien aussi. Mais enfin, comme je le disais, l'écriture est excellente. Les dialogues sont très justes, l'histoire bien amenée, et le personnage de Kaiser Soze est un coup de génie. Le personnage est non seulement fascinant, au point qu'on aimerait le voir s'incruster dans Batman ou Person of Interest pour qu'on ait quelqu'un à la mesure pour l'affronter. Mais il est aussi effrayant. Ça vient principalement de l'idée d'en faire une fable qui lui donne un tel aura. Et c'est d'ailleurs l'autre coup de génie de cette histoire. Les fables, la façon de les utiliser, de les jouer pour faire transparaître une idée, faire peur, donner de fausses informations pour manipuler. Ça amène même à une très chouette mise en abîme sur le cinéma. Kaiser est grosso modo un réalisateur, un scénariste qui raconte une histoire pour abuser d'un spectateur. Et à quoi Kaiser est comparé durant le film? Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Eh bien, ouais. En réussissant à faire croire aux spectateurs qu'il n'y a pas de scénariste ou de réalisateur, ces derniers accomplissent quelque chose de diabolique. Ce qui est une intéressante et assez pessimiste façon de voir les choses de l'art cinématographique. Et ça montre bien sûr le génie de Kaiser. Je ne vais pas m'imposer aux autres gangsters. Je vais juste dire mon nom et laisser l'imaginaire faire le travail. Et je serai le nouveau diable. Personne ne pourra m'arrêter. Personne ne pourra m'attaquer. Car après tout, je ne suis pas un homme. Je suis un nom. Donc, qu'est-ce que j'aime pas dans ce tourbillon de génie? Eh bien, je n'ai pas tant accroché à l'histoire que ça. Mon principal problème est que, malgré l'interprétation et la direction d'acteurs, je n'arrive pas à m'attacher à ces personnages. C'est pas le fait qu'ils sont gangsters qui me bloque. Je me suis attaché à des serial killers, des marchands d'armes, même les pires connards de la réalité, mais c'est le fait que ce sont juste des gangsters. On ne s'intéresse pas assez à leur personnalité, on n'est pas assez intime avec eux. Tout ce qui compte, c'est leur action et leur rôle dans l'histoire, pas leur personnage. Chose que je ne peux même pas blâmer à l'histoire parce que c'est entièrement voulu. Après tout, l'histoire est racontée par un criminel qui n'avait aucune empathie pour ses pions. Donc si la personne qui raconte l'histoire n'a pas d'empathie pour eux, le spectateur n'en aura pas. Donc c'est tout à fait logique que je ne sois pas attaché ou intéressé par ces personnages malgré le fait qu'ils ont l'air sympathiques. Un critique américain renommé, dont j'ai oublié le nom, a reproché au film de plus se concentrer sur le mystère que sur l'intrigue, le personnage ou l'émotion. Mais bien que je sois d'accord avec cette remarque, encore une fois, c'est voulu. Kaiser veut juste laisser planer du mystère sur son personnage, pour qu'on ait peur de lui, pour qu'on ignore tout de lui tout en sachant tout de lui. Je suis même pratiquement sûr qu'il a fait exprès de se faire choper juste pour laisser la police entendre l'histoire de Kaiser Soze et pour avoir une forme de contrôle sur eux comme il contrôle l'organisation du crime. Donc quelque part, c'est un blocage nécessaire pour la logique de l'histoire. Et ça ne semble pas avoir bloqué la majorité des spectateurs qui adorent ce film. Et franchement, c'est à juste titre. Ah, et aussi la musique de John Ottman, un compositeur qui travaillera très souvent avec Bryan Singer,
n'est pas si top que ça. Mais enfin, même en connaissant le twist, le film a de quoi offrir d'un point de vue cinématographique. Et je vous le conseille à tous les fans de polar et de mystère. Donc ouais, premier film de cette semaine spéciale et je suis juste pas emballé. Nous allons essayer de corriger ça demain avec un élève doué. You've heard the story of Jesse James, of how he lived and how he died. If you're still in need of something to read, then fine. Here's the story of Bonnie and Clyde. Here 'tis, Clyde had a petite amie. She was beautiful and her name was Bonnie. Together they had left the straight and narrow, a gang of two, and Sea Barrow, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. I've known Clyde since we were young and carefree. Donne-moi les putains de clés, putain d'enculé de ta mère d'enfoiré, hein. Ta gueule, à ta place. Numéro 3, un pas en avant.